vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette maison Sud Radio, merci d'être avec nous Sud Radio, merci de votre fidélité avec Philippe David. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, c'est une émission que sur Philippe David. Ah non, il n'y aurait pas assez de choses à dire. Ah non, il y aurait trop de choses, non pas assez, non, pas trop. Excusez-moi, avez-vous me perturber, Cécile? En fait, le mec, il se vend hyper bien. Ah oui, non, il n'y aurait rien à dire, tellement c'est un vaste plaine. Oh, il y a pas, oui, enfin, c'est comme mes cheveux, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, moi aussi, justement, il y a des trucs à dire. Vous avez fait une comparaison parce qu'on a un dessin sur notre écran, c'est une photo vue du ciel, de la forêt landaise et de l'océan, et elle me dit, ton crâne, le mien. On ne peut pas le voir parce que c'est sur notre écran, mais c'était très drôle. Voilà, c'est pour vous faire rire, en tout cas. Ce numéro de téléphone, 0826 300 300 avec Aude qui vous attend, et on sera ravis de débattre avec nous. Dans quelques instants, en vous présentant les vraies voix du jour. Allez, le grand débat du jour à 17h30, du sursis. Les premières peines prononcées contre les auteurs de violences ne sont plus à la hauteur, estime Gérald Darmanin. Après les heurts suite au sacre du PSG, le garde des Sceaux voudrait supprimer le sursis et les aménagements de peine. Alors parlons vrai, est-ce que les condamnations d'hier sont pour vous dissuasives? Et à la question, violence après la victoire du PSG, pensez-vous comme Gérald Darmanin que les condamnations ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels et vous n'aurez aucune condamnation de sa part, quoi que vous pensiez, au 0826 300 300. Ne vous vendez pas trop, hein, Philippe. Je me suis mal vendu il y a 5 minutes, alors j'allais de rattraper le coup. Notre invité Aurélien Martini sera avec nous, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, presque 2 ans après la mort de Naël à Nanterre et les émeutes qui avaient suivi, le tribunal et le procureur de Nanterre décident de renvoyer le policier auteur du tir aux assises. Le fonctionnaire sera donc jugé pour meurtre. Alors parlons vrai, est-ce que le terme de meurtre vous paraît adéquat vu les faits? Et à la question, affaire Naël, le policier sera jugé pour meurtre, comment jugez-vous cette décision? Vous dites scandaleuse à 92%, justifiée à 8%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Bruno Pomar sera avec nous, un président d'Initiative Sécurité Intérieure et ancien formateur au RAID. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et sur mon flanc gauche, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, ma chère Cécile et mon cher Dodu. Excusez-moi Cécile, quand vous parlez de flan, ça me met en appétit à 17h. Oui, mais je sais, au moment où je l'ai dit, je me suis dit, catastrophe, pourquoi j'ai fait ça? C'est un peu lourd. Ah non. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech et patron de Pressly. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir. Bienvenue. C'est quoi ce bonsoir? J'essaie d'être sage, vous avez vu, j'ai sorti la cravate pour vous, Cécile. C'est ça. Non, et même le gilet. Ah ouais, tout le à fait. gilet, exactement. On dirait un mec de la Poste à l'ancienne, tu sais. En 1975. Voilà, c'est ça. Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fier. Bonsoir. Bonsoir. Mon cher Cécile, Farid. bonsoir, Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, Farid. Exact. Mais vous étiez où? Par Mons Et par vous. Et par vous. Et visiblement pas chez le coiffeur. Et pas ni chez le Elle est coiffeur, sympa, Cécile de Minibus. ni dans les studios de Sud Radio. Effectivement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que J'adore. je suis de retour. Ah ben c'est bien, on est très heureux. Mais le look vous va bien. Ah, mais merci, j'adore, mon mais frère. moi j'adore, Ah oui. j'adore. On aime beaucoup Farid, de toute façon c'est comme ça. Philippe qui nous appelle de hier dans l'Essonne. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir à toute l'équipe. On est ravis de vous Bonsoir. accueillir dans les vraies voix. Merci en tout cas d'être avec nous. Et vous dites stop au massacre de l'économie française. Et oui, je suis affligé quand je lis un certain nombre de revues économiques de voir que dans l'indifférence quasiment totale des médias, notre industrie part vers la déroute complète. Alors il y a des patrons qui ont alerté, le patron d'LVMH, le patron de Michelin, aujourd'hui c'est le patron d'Air France. Et Monsieur Macron nous avait annoncé 3% de chômage et malheureusement on est à 7,5 alors que l'Allemagne est 3,5. Alors moi je vois la cause majeure sur laquelle j'espère que notre gouvernement va bientôt s'y attaquer. La première c'est le coût de l'énergie. On nous a parlé de l'Ukraine, etc. On a pour autant un producteur d'énergie qui est le meilleur dans le monde, qui produit une énergie pas chère. Et tous les industriels, les boulangers se plaignent d'un coût d'électricité notamment très élevé. Donc il y a un vrai problème sur l'énergie. Et puis il y a un vrai problème sur les prélèvements obligatoires. Enfin, j'ai regardé quelques chiffres. Lorsqu'un Français gagne 100 €, l'État lui en prend 42.
Lorsqu'un Français gagne 1 000 euros, en fait, il touche en brut 800 en net. L'entreprise paye 1 500 euros. On ne peut pas continuer comme ça. Ces grands patrons alertent, mais il y a des tas d'entreprises qui n'alertent pas dans les échos, dans toutes les revues. Allez. Et notre industrie part en vrille. Et alors, ça me fait vraiment très mal. Les vrais voix veulent réagir. Tiens, Farid Tebsamani. Rapidement. Moi, je rejoins complètement ce que dit Philippe. J'en parlerai rapidement tout à l'heure dans mon tour de table. Et ce qu'il faut rajouter à ce que dit Philippe, c'est que nous n'avons jamais eu autant de défaillances d'entreprises qu'en ce moment. Et ça annonce des choses malheureusement très 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 négatives. Sébastien Ménard. Il a totalement raison. La France coûte cher. La France est un État qui coûte cher. C'est un État généreux. C'est un État qui coûte cher. Mais derrière c'est un État qui coûte cher, il y a nécessairement des gens qui contribuent et qui payent cher. Allez, merci beaucoup. Philippe, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix. En attendant, on va pouvoir... Je ne pensais pas partir, ma chère Fifi. Non, mais je sens que vous êtes attaché au siège, donc vous pouvez pas partir. Ouais, Il adore être attaché. J'ai pensé que c'était pour moi. Non, vous pas restez du avec tout. nous. Jamais je ferai ça, Philippe Bilger. Allez, on va vous offrir des cadeaux puisque nous avons des récepteurs DAB+ de la marque Muse à vous offrir. Et vous savez que le DAB+, qui vous permet, en tout cas, si vous n'avez pas d'antenne ou pas de réseau, de pouvoir l'écouter comme vous regardez la TNT par exemple, avec une qualité numérique, un tuner FM intégré, un écran LCD, une prise casque, 60 stations en mémoire, mais il n'y en a qu'une seule qui compte, c'est Sud Radio. Le reste, ça n'a aucun intérêt. Non, allez, on déconne quand même. Mais bon, mettez 60 fois Sud Radio. Allez, pour ça, le 0826 300 300. Et comme Farid Tebsamani n'est pas venu depuis longtemps, on va lui demander un chiffre entre 1 et 10. 3. Troisième appel au standard et on sera ravis de vous accueillir à l'antenne pour vous l'offrir en live. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le réquisitoire du procureur. On va parler de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau, pour ne pas changer. Ah oui, pour ne pas changer. Surprenant. Voilà. Je pense que le nombre de fois vous l'avez dit, j'espère qu'il a déposé son nom parce que il sinon est très présent. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Allez, on vous fait des bisous. Bah ouais, on vous les fait. Allez, à tout de suite. Aussi, oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et il est mardi. Non, pas du tout. Il est 17h14 et c'est mardi. Voilà. Absolument. Je remets les mots dans le bon sens. Mais en même temps, vous aviez compris, Philippe bien David. sûr, Vous l'avez bien entendu. Vous savez, vous et moi maintenant, et avec les vraies voix, on se comprend tellement qu'on est un peu comme Doué, Kvaratskhelia, Dembélé, Vitinha, etc. Ça circule tout seul. Vous n'auriez même pas besoin de parler. Ouais, bah d'ailleurs, arrêtez. Cette belle émission avec Philippe Bilger, bien entendu, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre, et Farid Tebsamani qui est avec nous, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière. Et vous au 0826 300 300. Dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Oh, très joli ce bonsoir collectif. De quoi parle-t-on? De Bruno Retailleau qui répond critique à l'Assemblée en revenant sur le meurtre d'un Tunisien samedi. Crime raciste, sans doute anti-musulman et terroriste, dit le ministre de l'Intérieur. On va parler aussi de la course à la tête du PS. Nicolas Meyer-Rossignol voudrait un débat télévisé avec Olivier Faure, c'est non. Et puis des sites porno qui seront inaccessibles dès demain en France pour protester contre la législation sur la vérification d'âge obligatoire. Je sens que ça en intéresse certains. En 3 mots, crime, débat et porno. Allez, tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous allez parler, monsieur le procureur, ce qui n'est jamais arrivé de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau. Oui, parce qu'ils sont allés avec un troisième homme voir le Premier ministre pour discuter de la proportionnelle. Il n'était pas évident que Laurent Wauquiez accompagnât le Bruno Retailleau, mais il a voulu y aller précisément, je le crois, pour le contrôler, alors que véritablement Laurent Wauquiez veut pousser Bruno Retailleau comme les Républicains sont contre la proportionnelle, il voudrait pousser Bruno Retailleau devant cette divergence grave entre le Premier ministre et les Républicains à démissionner du gouvernement. Or, malgré la pression intolérable de Laurent Wauquiez, je crois que Bruno Retailleau ne va pas partir du gouvernement sur ce sujet très électoraliste, d'autant plus que son récent triomphe a réglé le problème du maintien au gouvernement. Sébastien Ménard. La problématique de la proportionnelle, c'est en tout cas pour les Républicains un problème de fond. Parce que les Républicains perdraient. Ils perdraient beaucoup dans le cadre d'une consultation législative.
Donc c'est vrai que la position de Bruno Retailleau va être compliquée. Parce qu'en fait, il doit sa notoriété et son ascension fulgurante, indépendamment du travail de fond qu'il a pu faire depuis 20 ans, à la fois derrière Philippe de Villiers et, je dirais, pour la Vendée, puis pour les Républicains au Sénat. Tout ça est très vrai, mais en tout cas, il tient, je dirais, sa très forte popularité et le fait qu'il ait pu coiffer au poteau rose Laurent Wauquiez dans le cadre de la consultation et les élections internes des Républicains, grâce à son positionnement et cette ascension gouvernementale. Donc aujourd'hui, peut-il s'en défaire ? Je pense qu'il prendrait un gros risque, mais qui de Bayrou qui veut la proportionnelle ? On sait que la proportionnelle, c'est un truc que caresse François Bayrou depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il veut faire émerger sa famille politique et surtout l'installer durablement dans le paysage politique. Farid Msamani. C'est un peu l'arlésienne en réalité, cette fameuse proportionnelle. Alors c'est peut-être une des solutions pour essayer de faire revenir les Français à la votation, parce qu'en réalité c'est de ça dont il s'agit. Concernant le Bruno Retailleau, en réalité il est surtout ministre chargé des élections, donc je ne vois pas comment il va essayer de se dépatouiller de ça. Moi ce que je pense réellement, c'est qu'on risque de changer de Premier ministre avant de changer de ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Philippe Bilger. Allez tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont crime, débat et porno. Un crime clairement raciste, sans doute anti-musulman et terroriste. Bruno Retailleau s'exprime à l'Assemblée sur le meurtre d'un Tunisien samedi dans le Var. Le policier qui avait tué Naël, renvoyé en procès pour meurtre aux assises, sera le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Dans le grand débat de 17h30, on évoque sur Sud Radio le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui trouve sous-dimensionnées les peines de sursis pour les casseurs. Avant ça, dans un instant, la guerre des roses. Nicolas Meyer-Rossignol veut un débat télévisé avec Olivier Faure. Il demande aussi la transparence sur d'éventuelles ambitions présidentielles du premier secrétaire. C'est non sur les 2 sujets. Et puis, amateur de Pornhub, de YouPorn, tendez-la bien votre oreille. Dès demain, plusieurs sites de porno seront inaccessibles en France. Ils protestent contre la vérification d'âge obligatoire pour les utilisateurs. Les vraies voix Sud Radio. Il avait été pointé du doigt pour avoir refusé le terme d'islamophobie après le meurtre d'Abou Bakar Cissé, un fidèle de nationalité malienne dans une mosquée du Gard. Bruno Retailleau a été interpellé à l'Assemblée nationale cet après-midi sur le meurtre, cette fois, de Hichem Miraoui, ce Tunisien tué par un homme surarmé samedi dans le Var. Le suspect avait publié des vidéos racistes, des appels à la haine. Pour rappel, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête hier, saisine à laquelle vient de réagir le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le racisme, ce n'est pas la France. Le racisme, c'est un poison. C'est un poison qui tue. C'est un crime barbare, bien sûr. Il a été prémédité et il est signé. Prémédité puisqu'il y a eu des vidéos, nous avons saisi des armes dans la voiture, mais surtout, il est signé. C'est clairement un crime raciste. C'est un crime sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terroriste puisque le PNAT a été saisi. Et j'espère que la justice sera intraitable et implacable. Chaque crime raciste est un crime anti-français. Merci beaucoup, monsieur. Le ministre de l'Intérieur et président de LR, Bruno Retailleau, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Philippe Bilger, Olivier Faure qui accuse Bruno Retailleau de faire régner une espèce de racisme d'ambiance. Est-ce que c'est pas grave vu les circonstances ? Mais c'est très grave, et d'autant plus qu'on voulait mettre Bruno Retailleau, soi-disant, devant un 2 poids 2 mesures qu'il ferait subir à la sécurité. On voit à quel point c'est l'inverse. Il réagit et il a ô combien raison devant cette horreur, comme hier il en dénonçait d'autres. Et en même temps, Bruno Retailleau, pour le moment, on tarde à voir venir ses résultats efficients, effectifs sur le terrain, parce que moi, j'ai pas le sentiment que l'état de la France s'améliore. J'ai pas le sentiment que, je dirais, la concorde règne dans les rues de Paris après avoir festoyé une Coupe d'Europe. Voilà, donc je pense que le climat, il est quand même explosif. On peut commenter l'actualité. Évidemment, c'est un crime barbare. Évidemment, c'est pas le premier et malheureusement, ça sera pas le dernier. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, la classe politique, dans son entièreté, prenne des dispositions pour que tout ce type de crime et d'exaction, qu'elles soient terroristes ou autres, n'ait plus lieu dans notre pays.
Farid Temsamani. Je pense qu'on attendait le ministre de l'Intérieur, surtout suite à l'affaire du malheureux Aboubacar Cissé, si je ne dis pas de bêtises. C'était à Lunel, là. Où là, le ministre de l'Intérieur a quand même relativement tardé avant de réagir, avant même de se présenter sur les lieux. Là, en tout cas, il a corrigé le tir. On ne peut pas lui reprocher puisque les mots sont très clairs et on ne peut que le féliciter. Malheureusement, c'est que de la com. Hein. Allez. C'est probablement que de la com, mais en tout cas, s'il le faisait pas, on lui reprocherait. C'est vrai. C'est vrai aussi. Allez, le deuxième mot. Difficile de faire autre chose que de la com, en l'occurrence. Deuxième mot, débat. Le PS élit son premier secrétaire jeudi et il n'y aura pas de débat télévisé. Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, réclamait dans un courrier un débat public, c'est-à-dire télévisé avec Olivier Faure. Il lui demandait aussi de faire la transparence sur une éventuelle ambition présidentielle. Le premier secrétaire sortant qui vient d'encaisser le ralliement du troisième homme, Boris Vallaud, annonce qu'il votera pour lui au second tour jeudi. Et donc Olivier Faure refuse tout lavage de linge sale en public. Le premier secrétaire a répondu sur TF1 à son adversaire camarade. D'abord, le débat il a lieu depuis plusieurs semaines tous les soirs. J'étais hier soir avec lui à Amiens. On a débattu ensemble. C'est un débat interne qui n'a pas vocation à être forcément public. Vous n'avez pas eu de débat Vauquier-Rotaillot à la télévision. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je ne veux pas créer de l'irréversible. Je ne veux pas que, dans un débat télévisé, on finisse par d'abord donner des arguments à nos adversaires et ensuite créer des situations où on ne pourrait plus ensuite. Donc ça, c'est non. Travailler. Et sur la présidentielle, et sur la présidentielle, la question, en fait, me paraît totalement prématurée pour tout le monde. Aujourd'hui, la gauche n'est pas, honnêtement, en situation de gagner une élection présidentielle. Pas de débat, répond Olivier Faure sur TF1 ce matin. C'est dommage, répond sur Sud Radio le député PS de l'Essonne et soutien de Nicolas Meyer-Rossignol, Jérôme Gage. C'est quand même un peu dommage que le Parti Socialiste fasse son congrès, non pas en catimini, mais dans l'intimité, si j'ose dire, des sections ou des fédérations socialistes. Si on a des choses à dire, on est un grand parti, on a des positions, et ce débat, il est transparent, ça nous singularise d'autres formations politiques à gauche qui sont pas capables d'organiser un congrès, qui sont pas capables d'organiser de la démocratie en leur sein. Et donc moi, j'aurais trouvé intéressant qu'on dise les débats qui traversent les socialistes, parce que en fait, c'est des débats qui traversent la gauche et qui traversent le pays. Donc je regrette que Olivier Faure n'ait pas assumé cette confrontation démocratique qui n'aurait pas été un pugilat. Jérôme Gage du PS au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Petit mot, Sébastien. La vérité, merci. La vérité, c'est qu'Olivier Faure n'a pas plus besoin de débattre, puisque avec le ralliement de Boris Vallaud, il a mécaniquement gagné. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de prendre le moins de risques possible. Après, il aurait pu être fair play. Mais bon, Allez, on passe à votre troisième mot, porno, avec ces sites qui seront hors ligne dès demain. À commencer par celui-ci. Il y en a qui va pleurer autour de la table. C'est pas moi. Philippe B. Vous les regardez, franchement. Non, il est fait. Est-ce que vous l'avez reconnu celui-ci? Non. C'est bon. Non, je connais pas. Je connais pas du tout. Non. Faites pas les innocents. Les sites Pornhub, c'était le jingle là qu'on entendait de Pornhub, et YouPorn seront suspendus dès demain après-midi en France, tout comme RedTube. Annonce de leur maison mère Halo, ces sites de porno gratuits protestent contre la vérification obligatoire de l'âge des utilisateurs qui menace leur équilibre économique. La déclaration sur l'honneur de majorité ne suffit plus. Il faudrait prouver son âge pour cette nouvelle législation. En lieu et place de leur contenu habituel, donc dès demain après-midi, les internautes trouveront en arrivant un message accusant le gouvernement français de mettre en danger la vie privée des utilisateurs par des mesures d'authentification jugées intrusives. Ces plateformes du porno plaident pour que la vérification d'âge soit opérée au niveau des appareils, pas au niveau de l'entrée sur tel ou tel site. Elles ne veulent pas gérer ça elles-mêmes. On sent de votre de la tristesse, Philippe. Le message sera transmis par des femmes dans le plus simple appareil ou non? Voilà, c'est ça. Ce qui est génial, c'est qu'on va utiliser France Connect, c'est le truc qu'on a pour les impôts pour aller regarder du porno, c'est génial. Ce qui est bien, c'est que vous avez écouté tous religieusement, les garçons. C'est bien, ça vous a passionné. Il n'y avait pas une mouche qui vole. Rarement je m'étais senti aussi écouté sur une actu, honnêtement. Surtout du côté de la régie. Ouais, vous avez eu de la profondeur. Là. Mais vous avez dit que c'était un sujet intrusif quand même. Allez, ça y est, les blagues de garçons. Voilà. On sort du vestiaire. Et dans un instant, on va revenir sur un sujet plus sérieux après les violences liées au sacre du PSG. Gérald Darmanin dénonce donc des peines trop légères et veut supprimer le sursis ainsi que les aménagements de peine. Alors parlons vrai. Est-ce que les condamnations d'hier sont dissuasives pour vous? Il y a la question. Violence après la victoire du PSG. Pensez-vous, comme Darmanin, que les condamnations ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Délivrez-vous. Attendre vos appels au 0826 300 300. Aurélien Martini est avec nous, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale
des magistrats. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Est-ce que faire sauter le sursis, et c'est une bonne solution selon vous? C'est une vraie question, mais je crois que c'est une impossibilité matérielle aujourd'hui. On en parle dans un instant. 0826 300 300, Aude vous attend et on sera ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de Philippe David et vous, 0826 300 300, d'abord ce numéro de téléphone, et puis bien entendu Philippe Bilger qui est avec nous, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre, Farid Temsamani aussi, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé dans la capitale et dans le pays. Rien. Ça sert à quoi d'avoir Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce que ça a changé? La situation est presque pire même que ce que nous avons connu il y a quelques semaines. Ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'une défaillance de l'aspect sécuritaire, de la réponse sécuritaire, se trompent, comme le Rassemblement national, comme ils trompent, je pense, les Français. Il est quand même assez étonnant en France que le droit de manifester finalement ne puisse pas se passer de manière correcte et dans la tranquillité pour les participants. 95%, je le dis à la louche, de ces participants sont venus avec des intentions pacifiques. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Du sursis, les premières peines prononcées contre les auteurs de violences ne sont plus à la hauteur, estime Gérald Darmanin après les heurts suite au sacre du PSG. Le garde des Sceaux voudrait supprimer le sursis et les aménagements de peine. Alors parlons vrai, est-ce que cet écart entre les peines prévues et les peines prononcées ne vous paraît pas surréaliste? Et à la question violence après la victoire du PSG, pensez-vous comme Gérald Darmanin que les condamnations ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Aurélien Martini, qui est avec nous, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Bon, monsieur le secrétaire général, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation sur Sud Radio. Philippe Bilger. Je vais essayer d'être bref alors que le sujet proposé par Sud Radio pourrait susciter très long développement. D'abord, je suis frappé de voir que il me semble que c'est la première fois que de manière aussi claire, sans équivoque, le garde des Sceaux et le Premier ministre considèrent que les condamnations qui ont été prononcées n'ont pas été à la hauteur des faits graves qui se déroulent depuis le 31 mai au soir. Deuxième élément, tant qu'on restera dans le système de la preuve individuelle, avec des prévenus qui disent qu'ils n'ont jamais été condamnés et qu'en réalité, ils ont été pris par une sorte de pression collective ou qu'ils voulaient impressionner les autres, eh bien, on aboutit à des peines avec sursis et probablement relâchés et des sursis qui peut-être plus tard ne seront pas révoqués. Troisième élément, et j'ai presque fini, eh bien, les mesures proposées par Gérald Darmanin sont tout à fait pertinentes. Et la dernière observation, c'est que il me semble que pour toutes ces violences collectives, il faut sortir de la preuve individuelle qui n'a rigoureusement aucune chance d'aboutir. Il faut accepter de considérer que le groupe lui-même est co-auteur des violences. Sébastien Ménard. Alors moi, je ne crois pas du tout en fait à l'adaptation ou à l'interprétation de la loi. Désolé Philippe Bilger, moi je pense qu'en fait la problématique elle est technique, elle est tactique, elle est terrain. Vous avez vu, comme moi, probablement sur les réseaux sociaux, des vidéos diffusées par les jeunes où on voit des flics, on va les appeler comme ça, prendre à partie des jeunes. Alors, c'est pas n'importe quel jeune, hein, c'est des jeunes qui sortent de boutiques en train d'être pillés. Oui. Moi, j'ai vu des fonctionnaires de police savater des délinquants, leur mettre des tartes, etc. C'est cette doctrine-là, en fait, qu'il faut appliquer. À un moment donné, on le voit bien, quand la police décide d'intervenir, c'est pas des manchots, c'est pas des lâches. On a des fonctionnaires de police qui sont extrêmement courageux, extrêmement préparés pour ça. À un moment donné, il faut s'interposer. Il faut y aller. Voilà. C'est ce qu'ils faisaient contre les Gilets jaunes. Non, mais il faut donner des ordres clairs et avoir le courage de donner des ordres clairs. Voilà, je sais pas. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des boutiques dans Paris qui ont été épargnées.
Voilà, il y a quand même des grandes boutiques de luxe. Alors peut-être que des consignes avaient été données, sûrement d'ailleurs. Fallait pas que ça passe. En fait, fallait pas qu'il y ait une vitrine de cassé, fallait pas qu'il y ait de pillage. Et quand on laisse à la police, aux fonctionnaires de police, le soin de faire leur boulot, évidemment, les manifestants reculent. Enfin, les manifestants, les pillards reculent et il y a moins de dégâts constatés. Mais quand on laisse les fonctionnaires de police regarder parce qu'ils n'ont pas l'ordre d'intervenir, et voilà ce qui se passe. Moi, j'ai vu à côté de mon bureau, parce que je travaille boulevard Haussmann, j'ai un salon de coiffure qui a rien demandé, qui a été pillé, totalement vandalisé. Il y a des voisins, etc., des gens qui bossent avec moi, qui avaient garé leur bagnole. Il n'y a plus de bagnole, il n'y a plus rien. Voilà, c'est-à-dire qu'eux aussi ont regardé le match, eux aussi avaient le droit de faire la fête. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? On va leur dire « Ah ben non, mais là c'est normal, maintenant on va prendre, pardonnez-moi Philippe Bilger, l'épreuve collective, machin. » Mais ça suffit, on n'a pas besoin de ça. On a aujourd'hui un outil à disposition de l'État français, à savoir des fonctionnaires de police, des structures, des équipements, des machins. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour intervenir. Pourquoi n'intervenons-nous pas? Farid Temsamani. Bon, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, nous restons pour l'instant un État démocratique. Il y a effectivement. C'est pas démocratique de laisser des jeunes piller des magasins. Il y a d'une part la police qui fait son travail, qui fait ce qu'elle peut. La réalité. Et ensuite, il y a la réponse judiciaire, la réponse des magistrats. Et là, effectivement, on peut avoir le sentiment que la réponse n'est pas finalement adéquate par rapport au ressentiment général de la population. Et c'est pas qu'un ressenti. Et c'est pas qu'un ressenti, vous avez complètement raison. La réalité, c'est quoi? C'est quel est le message qu'on envoie aux autres pour les prochains événements. Voilà. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce qu'au final, ces fameux sursis, ces fameuses peines relativement faibles, malheureusement, qui doivent être traitées de manière individuelle parce qu'elles ont probablement une réponse. Moi, ce qui me chagrine, c'est le peu réel, finalement, de personnes condamnées, le peu d'interpellations, même s'il y en a eu beaucoup, parce que la police, dans ces moments-là, est complètement débordée. Et j'espère qu'avec tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux, les vidéos, etc., que ça va continuer. La réalité, c'est qu'il faut traiter les choses de manière beaucoup plus profonde. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez des gens qui viennent se défouler, qui se servent de ce type d'événement. Et là, c'est concomitant, puisque aujourd'hui, on a Teddy Riner, qui est la personnalité choisie par le gouvernement, notamment pour traiter de la santé mentale. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet d'un point de vue de la santé mentale, notamment en plus de la réponse judiciaire qui doit être apportée, parce qu'il n'est pas normal que certains viennent faire la fête, que d'autres viennent casser, piller, etc. Moi, je trouve ça scandaleux. Et je suis désolé de le dire, on a un garde des Sceaux, c'est comme s'il n'a jamais été ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, qui va s'exprimer. Alors, je passe le fait qu'un garde des Sceaux puisse s'exprimer, critiquer des décisions de justice, ça c'est une chose. Mais la réalité, c'est que quand il a été ministre de l'Intérieur, a-t-il vraiment agi en la matière? Parce que c'est pas nouveau et ça va continuer malheureusement. Moi, c'est ça qu'il faut dénoncer. Et moi, j'ai de la peine pour tous ces commerçants. Parce que généralement, ça n'est pas, ça a été dit, ça n'est pas LVMH qui a été attaqué ou quoi que ce soit. Ce sont des pauvres commerçants qui vont avoir des primes d'assurance qui vont exploser et qui vont probablement, pour certains d'entre eux, mettre même la clé. Et qui ont déjà subi plusieurs fois Exactement. depuis. C'est ça. Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats, voilà, état des lieux de ce qui se dit autour de cette table. Quand on voit que pour les pillards, on risque 3 ans ferme et 45 000 € d'amende, là c'est 500 à 800 € d'amende et de la prison avec sursis, la magistrature a anticipé la période des soldes? Alors, non mais simplement, d'abord, pour reprendre un peu les choses, il y a des comportements qui ont été intolérables et des gens qui viennent pour casser. C'est-à-dire que c'est pas des supporters de foot, ce sont des gens qui viennent pour casser, pour piller. C'est-à-dire que ce sont des voleurs, des pilleurs. Ça, c'est un point, je crois, qui est contesté par personne. Deuxième élément, moi j'ai eu à gérer, alors pas de cette nature et pas de cette ampleur, mais au parquet, des manifestations qui débordent avec des pillages. Je vais vous dire, le sentiment qu'on ressent, c'est un sentiment de frustration. C'est le sentiment majoritaire. Pourquoi? Parce que bien souvent, et quand vous avez les caméras piétons des policiers ou de la vidéosurveillance, ce que vous constatez, c'est que ceux qui sont interpellés ne sont pas ceux qui sont les plus dangereux ou les plus actifs. Très clairement, moi ce que j'ai constaté dans tous ces types de dossiers, c'est que ceux qui sont les plus actifs, ceux qui ont les boules de pétanque, ceux qui ont les cocktails Molotov, etc., ceux-là, ils sont beaucoup plus rodés et ils ne se font pas interpeller. Et ceux qui sont interpellés, souvent, c'est le menu frottin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est des gens beaucoup moins expérimentés qui se font interpeller. Et d'où les réponses judiciaires aussi qui sont pas à la hauteur des agissements commis.
parce que ce ne sont pas les plus actifs. Donc ça rejoint aussi la question que posait Philippe Bilger sur la responsabilité collective. Sur le sursis simple, on a une vraie question. Moi, je ne veux pas le nier, parce que quand vous demandez à un prévenu qui a déjà été condamné à une peine de sursis simple, monsieur, avez-vous déjà été condamné? La réponse est toujours la même. Non, je n'ai jamais été condamné, parce que j'ai été condamné à du sursis simple. Donc, ça interroge sur le sens de la peine. Parce que si on condamne des gens qui n'ont pas la sensation d'être condamnés, on rate la cible. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens condamnés à du sursis simple? Ces centaines de milliers de personnes. Est-ce qu'on les met en détention alors qu'on a 133% de surpopulation carcérale et que tout le monde alerte sur le risque que les maisons d'arrêt explosent à l'été? Est-ce qu'on les met en prison? Et si on ne les met pas en prison, est-ce qu'on les fait suivre par des agents de probation qui suivent actuellement 200 000 personnes, à peu près, ou 250 000 personnes, milieu ouvert, milieu fermé, c'est-à-dire détenues et hors les murs de la prison? On rajoute 300 000 personnes, et comment on fait? Vous voyez, il y a vraiment une question de capacité de l'État quand même à réagir. Donc déjà, ces problèmes, mais il faut pouvoir le faire. Pardon de vous couper, mais déjà ceux qui, peut-être ont que du sursis et ce sont pas les plus méchants. Enfin, ils étaient quand même là pour piller. Donc à ce moment-là, nous on a vu qu'il y avait des gens qui avaient des CDI, des choses comme ça, qui ont quand même été pris la main dans le sac. Et qui payent. Pardon de vous le dire, qui paye, qui rembourse. Oui. Non mais complètement, mais moi Et pourquoi on le fait pas ça? Pourquoi on le fait pas? Alors je sais pas si ça n'a pas été fait. Franchement, je connais pas les dossiers. C'est un peu compliqué de se prononcer sur ce qui a été dit à l'audience à l'issue d'un débat contradictoire. Je ne sais pas quelles ont été les réquisitions du parquet. Je ne sais pas si un appel sera interjeté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a une double problématique. On a une problématique de maintien de l'ordre public qui est première, qui est prioritaire. Il faut maintenir l'ordre. Et en même temps, il faut arriver à monter des procédures, c'est-à-dire à judiciariser des comportements de telle sorte qu'on arrive à des sanctions qui soient des sanctions palpables à l'audience. Et ça, c'est compliqué. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des policiers qui étaient sur le terrain ce week-end. On dit, vous savez, on a interpellé des gens, on les a menottés, on les a posés sur le trottoir, on attendait avec 2 effectifs qui les gardaient. On n'a pas pu faire de remise au PJ, il n'y avait pas d'OPJ disponible. Donc on les a démenottés, on les a laissés repartir parce qu'il a fallu qu'on rejoigne le dispositif de maintien de l'ordre. Donc il y a aussi, je dis ça, je ne veux pas jeter l'opprobre parce que mais vous voyez, on a quand même derrière tout ça un problème de moyens et de capacité à traiter. Si on ne voit la question que sous l'angle d'affaiblissement des institutions en disant les uns font leur travail, les autres le font pas, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que vraiment le régalien en France n'est pas considéré à la hauteur qu'il devrait être, et on en paye les conséquences. Est-ce que vous ne trouvez pas que les mesures de Gérald Darmanin, et notamment les peines minimales, à partir du moment où la culpabilité est établie, sont assez habiles dans la mesure où elles pourraient ne pas susciter forcément l'hostilité des magistrats, contrairement à ces peines planchées d'hier? Alors, je suis prêt à en discuter, et l'Union syndicale des magistrats est prête à en discuter, très clairement. L'exemple des peines planchées, le problème, c'est que c'est un contre-exemple majeur, parce que ce qu'on présente toujours comme la solution, les peines planchées, si on fait un retour d'expérience, ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi? Parce que la même majorité qui faisait les peines planchées à l'époque, le même gouvernement, a fait en même temps l'aménagement des peines jusqu'à 2 ans. Rendez-vous compte, 2 ans d'emprisonnement ferme, on n'y allait pas. On n'allait pas en détention. Oui, pourquoi? Parce que le risque, c'était de générer une surpopulation carcérale. Et donc moi, je pose une question. Si l'objectif, c'est d'incarcérer plus, où mettons les gens? C'est quand même une vraie question. On demande aux magistrats, vous n'êtes pas assez sévères, alors qu'ils le sont de plus en plus. Et d'ailleurs, les prisons craquent, c'est bien que les magistrats incarcèrent de plus en plus. Mais si on doit encore incarcérer plus, où est-ce qu'on va mettre les gens? On n'a pas été capable de construire 15 000 prisons en 5 ans, 15 000 places, pardon, en 5 ans. Rendez-vous compte? Donc, si on a besoin de places de détention, il faut les faire. Ou alors, il faut que le politique dise qui on sort de détention, qui on sort de prison et qui on y met. Mais vous voyez, c'est une question de fond. Et on ne peut pas simplement dire la justice est laxiste. D'ailleurs, c'est faux si on compare aux autres pays européens. Allez, 0826 300 300, c'est un autre Philippe qui est avec nous. Rebonsoir Philippe. Oui, j'écoute avec attention. Je crois que les gens sont rationnels. Je crois que même, à part les fous, bien sûr, on est tous conscients des avantages et des inconvénients des situations qu'on provoque. Donc, ces jeunes qui ont pillé des boutiques savent très bien qu'ils risquent pas grand-chose. Alors, effectivement, on nous dit qu'il n'y a pas de place de prison. Alors, il va falloir se poser la vraie question.
Par exemple, faut-il que des étrangers qui sont en prison, ils continuent à être emprisonnés en France? Et cette question-là n'a pas été traitée. Il y a, je crois, plus de 20 000 personnes qui sont en attente du jugement en prison. Des places de prison, on peut en trouver, mais il y a d'autres décisions à prendre qui sont pas prises actuellement. Mais en tout cas, si on laisse les choses de cette manière, on a une explosion de la violence sur ce fait précis, mais on a une explosion de la violence. Je notais ce matin qu'il y a 20% d'augmentation des incidents dans les transports en commun. On a une société qui va de plus en plus mal. Je ne sais pas si c'est la répression qui va la changer, mais en tout cas, on ne peut pas laisser les choses continuer sur cette voie. Ça, c'est clair. La responsabilité des parents, Aurélien Martini. Quand on voit qu'à Nantes, par exemple, un gamin de 12 ans a attaqué un bus, que faisaient les parents ce soir-là? Alors, bon, très clairement, moi j'ai été chef d'une section des mineurs au parquet. La responsabilité des parents, elle est majeure dans bien des passages à l'acte délinquant des mineurs. Mais il faut distinguer les cas. C'est-à-dire que vous avez effectivement des parents qui sont dépassés, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivent plus, et des parents qui ne veulent pas. Ouais. Et sur les parents dépassés, il faut les aider. Je vais vous prendre un exemple très simple, mais pour vous faire comprendre. Je pars d'un cas un peu plus loin. Quand vous avez des délais très importants pour divorcer un couple, et qu'au lieu de le divorcer en 4 mois, vous le divorcez en 8. Le risque, c'est que les gens restent ensemble en attendant une décision et finissent par taper dessus parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça va engendrer des violences conjugales. Et donc vous allez poursuivre, généralement le mari, pour des violences conjugales. Et puis l'enfant qui aura assisté aux violences conjugales, il va être traumatisé. Donc vous allez le prendre en charge. Simplement, les services de l'ASE, le juge va dire, je veux qu'il soit pris en charge tout de suite pour avoir un suivi psychologique. Mais au lieu d'une prise en charge à 1 mois, ça sera 6 mois. Oui, et puis donc, comme la mise en charge se met pas en œuvre, celui-ci va tomber dans la délinquance, etc., etc. Oui, mais il faut arrêter de dire qu'il n'y a que des gens de parents divorcés qui... on l'entend, ça aussi. Ce que je dis, c'est que quand les moyens alloués à la justice, ils ont des conséquences en cascade. C'est ça que je dis. Et que, vous voyez, je pars d'une décision, parce que c'est une situation que j'ai vécue professionnellement. Mais quand la justice n'a pas les moyens d'intervenir rapidement, et surtout de faire exécuter ces décisions rapidement, alors on se retrouve dans une situation où elle n'est plus efficace. Et quand la justice n'est plus efficace, on arrive à ces situations. Donc, en fait, on est tout le temps dans la culture de l'excuse. Il y a toujours une excuse, en fait. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Une explication. Oui. Il y a 4 fois moins de procureurs en France que la moyenne européenne, 2 fois moins de juges. Ouais. Si vous me dites qu'on peut faire aussi bien avec 4 fois moins et 2 procureurs et 2 fois moins de juges... Non, mais je parlais pas de vous, je parlais des parents. Non, mais vous voyez, c'est quand même fondamental. Cette question, elle est fondamentale. Quand on compare aux autres pays qui n'ont pas notre taux de surpopulation carcérale, alors qu'ils incarcèrent comme nous, donc ils ont plus de places de prison, ils ont 4 fois plus de procureurs, 2 fois plus de juges. Vous dites, bah oui, la justice, elle marche mieux ailleurs. Mais c'est pas que les lois sont meilleures ailleurs. On n'a pas de plus mauvais parlementaires que dans d'autres pays européens. On consacre moins de moyens à la justice, on préfère mettre des moyens ailleurs, c'est un choix politique, mais il faut en assumer les conséquences. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir accepté notre invitation, Aurélien Martini. C'est toujours un plaisir de vous avoir, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Vous restez avec nous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, ça va nous détendre un petit peu tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sont très heureuses de vous accueillir sur le vol AF. Voilà. AF 1751, tiens, c'est l'heure. AF 1751, c'est exactement l'heure avec notre commandant de bord, Philippe David. On est tous les deux au manche, là. Hein. Non, moi, je suis chef de cabine, si ça ne vous dérange pas. Ah bah, il préfère vous avoir, vous, que moi, comme chef de cabine. Moi, je il y a plus de charme avec vous. Du service après-vente. Philippe Bilger, il est en première classe. Voilà, premier rang. Ravi. Mais non, c'est Philippe de hier qui est en première classe. Notre auditeur qui est avec nous. Alors pas hier dans le sud, dans le Var. Non, mais c'est pas là. Non, c'est hier dans l'Essonne. Dans l'Essonne, exactement. Il fait moins beau. C'est pas exactement la même chose. D'accord. Les îles d'Or, c'est un peu loin. Ouais. Philippe, c'est à vous de lancer le jingle, mon cher Philippe. Oui, mais je vais défendre hier avec un Y. C'est une très jolie ville, très sympathique. Voilà. Vous avez bien raison de le dire. Et on viendra. Et on vient dîner chez vous samedi soir. Écoutez, c'est très bien. Alors pour lancer le jingle, écoutez, c'est parti, voiture Simone. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Très bon. On l'avait pas eu en voiture Simone. Voiture Simone, c'est bien. On le garde. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, mon cher Philippe. Pour les municipales, on serait masochiste de faire les accords avec LFI qui veut faire la peau aux socialistes. Philippe.
Or, le président du PS. Jérôme Gage. Bonne réponse. Ce matin sur Sud Radio. Premier, j'ai dit Gage. Ah bon, c'est qui l'a dit en premier? Maxime. Là, pour une fois, on n'est pas triché. Allez-y, Maxime. C'est clair. Pour moi, c'est Sébastien, mais après. Ah non, écoute. Vous le tutoyez, nous sommes outrés. Maxime, on a le moyen de vérifier. Vous allez finir en tôle, Maxime. Vous allez finir en tôle. Écoutez, mettons le point en suspens, s'il vous plaît. Très bien, voilà, on fera un retake juste pour derrière. une fois que je ne triche pas. Ah ouais, c'est tellement rare. Dit-il en avant. C'est qui l'a dit, Philippe? On ne mettra jamais des cordons de CRS devant chaque vitrine de magasin. Philippe. Retailleau. Bonne réponse de Philippe de hier, qui a bien répondu aujourd'hui. Facile. Qui l'a dit sur la fast fashion? Ce n'est pas parce que ce n'est pas cher que c'est mal. Alors c'est pas un homme politique, Philippe. Non. Ah, qui pourrait? Qui pourrait? Aucune idée. C'est parti. Leclerc. Ben c'est parti. Ouais. Michel-Édouard Leclerc. Ouais. Et non, Il y avait Castaner aussi qui l'a dit, mais oui, pour d'autres raisons. qui travaille pour chaque. Oui, bien sûr. Qui c'est qui l'a dit, Philippe, sur la proportionnelle? C'est l'instabilité garantie. C'est un RPR. C'est un ex-RPR, absolument. Langauchat. Et c'est un ex Premier ministre. Philippe. Non. Vous avez dit quoi, Philippe? Je passe. Ah, je passe. Non, je passe. Allez-y. Michel Barnier. Bonne réponse de Sébastien Ménard, Michel Barnier. Avec trois indices, c'était facile. Et là, on sent la moutarde monter au nez de Philippe Bilger. Voyant les points. Je suis démobilisé. Qui c'est qui l'a dit sur les débordements en marge du sacre du PSG? LFI a fait le choix d'être du côté des voyous. Philippe. Mathieu Vallée. Non, c'est un ministre. Ouais. Ça pourrait être Retailleau. Non. Délégué, un ministre délégué. Ah oui, comment il s'appelle le mec? Il est député à 300 mètres d'ici. Il a le même prénom que Franklin. Ah, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Oui, mais comment il s'appelle? Haddad. Bonne réponse, Benjamin Haddad. Haddad. Qui c'est qui l'a dit, Philippe, sur les débordements en marge du sac du PSG? Les violences ont été inférieures à d'habitude. Oula. J'ai relu en plus, mais parce que c'était bien ça. Ah oui, il faut relire. Je donne ma langue au chat. C'est une femme. Une femme. Ah, c'est la porte-parole du gouvernement, ça. Sophie Primas, exactement. Mais non, mais il y a de la triche, ça c'est pas possible. Il y a à l'envers, je vais mettre plusieurs trucs. Non, je dis pas à l'envers. J'ai failli le dire, mais bon. Allez, la dernière question. Qui c'est qui l'a dit sur le meurtre raciste dans le Var? Bruno Retailleau cherche à créer une forme de racisme d'atmosphère. Philippe. On en a parlé tout à l'heure. Philippe. Émeric Caron. Non. Coquerel. C'est fort. Non. Bonne réponse de Farid Olivier Benhamani. Faure, premier secrétaire du PS. En tout cas, jusqu'à demain. On a le temps pour une dernière Après-demain, question. pardon. Non, j'ai la réponse pour la première question, et mea culpa, c'est bien Philippe Bilger qui l'a dit en premier. Ça c'est vendu. Maxime, vous êtes un vendu. Vous êtes un vendu. Attendez, il fait On veut écouter la barre. écouter, on veut. Attendez, il faut que je cale ça. Faut que je cale ça, voilà. Ça va rien changer de toute façon. Taisez-vous. Ne faites pas faire la peau aux socialistes. Philippe. Or, le président du PS. Jérôme Gage. Ah oui, c'est vrai, Philippe Bilger l'a dit en avant. Dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a pas 6 points en plus? Ça suffirait pas parce qu'il en a 12, alors. Il a été très bon. Donc ça fait... Merci Maxime. Eh bien écoutez, c'est honteux. Philippe Bilger a sauvé l'honneur grâce à la VAR. Alors c'est très simple. Sébastien Ménard 12 et tout le monde est à 3. Eh ben bravo. Philippe et Farid. C'est-à-dire que même tous les trois, vous n'avez que 9 points. Il est chambreur. La On sait que tu aimes gagner. La méchanceté. Merci Philippe. Vous avez été un très bon candidat, quoi qu'il en soit. On était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Vous revenez comme vous voulez. Vous avez votre siège autour de cette table, comme tous ceux qui ont participé, en tout cas, au Qui c'est qui l'a dit. Vous restez avec nous dans un instant. La météo, d'abord le journal, et puis la météo de Rémi André, et puis le coup de gueule de Philippe David. Je ne suis pas un homme, Cécile. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme tous les soirs, nous ne sommes pas seuls avec Philippe David, nous sommes entourés de Philippe Bilger, bien entendu, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre. Farid Temsamani est avec nous aussi, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière. Et nous avons un auditeur en ligne au 0800 26 300 300. C'est Jérôme que nous accueillons. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. De Mont-de-Marsan. Cécile et bonsoir Philippe. Comment ça va Jérôme? Ça va et vous? Ah bah écoutez, nous ça va, puisqu'on va vous offrir un cadeau, donc on est plutôt content. Absolument. Moi je suis très content de recevoir. Hein. Bah ça oui. bien. Alors je vous rappelle que vous avez remporté un très joli cadeau, puisque c'est un récepteur DAB+, Muse, qui va vous permettre, en tout cas, d'écouter la radio nouvelle génération un petit peu partout en France. Et c'est ça qui est bien, qualité sonore incomparable. Et donc qualité numérique, je l'ai dit, tuner FM intégré, écran LCD, prise de casque, 60 stations en mémoire, dont la première et la dernière et les 58 autres, c'est Sud Radio, bien entendu. Et donc, bien entendu, vous nous écoutez depuis longtemps, Jérôme? Je vous écoute depuis longtemps, mais pas tout le temps. Pourquoi? Voilà, parce que suivant mes horaires, je peux pas toujours écouter cette émission. Ah bah, voilà. Philippe David est en larmes. Voilà, je vous le dis. Il est au bout du rouleau. Au moins c'est honnête. Et ben voilà, si déjà vous nous écoutez le maximum, c'est plutôt déjà pas mal. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme. Merci Jérôme. On vous fait des gros bisous et merci d'avoir joué avec nous et vous laissez des messages aussi sur ce numéro, le 0826 300 300, et on les écoute. Je vous ai écouté dire que le préfet était assez efficace quant à la prévention des débordements. Franchement, j'en ai pas eu la preuve samedi soir, encore moins à la finale de la Coupe d'Europe il y a 2 ans, où là, avec les Anglais, ça a été une catastrophe. Et d'ailleurs, Darmanin avait fait son mea culpa. Bref, moi, j'ai franchement l'impression que Nunez, qui est le préfet, est totalement à côté de la plaque. Bien sûr, il y a toujours des débordements, il y a toujours des risques, on les connaît. Mais qu'est-ce qu'il attend pour les anticiper? Personnellement, j'ai honte d'être français. Je n'irai pas jusque-là. Et Nunez, bien sûr, lorsqu'on dit qu'on l'apprécie relativement à d'autres pratiques antérieures à la sienne. Et lui-même a dit, on n'a pas tout réussi, on a loupé des choses. Donc il est très conscient des limites de son action. Sébastien Ménard. Moi, je connais ce préfet, donc je vais plutôt en dire du bien. C'est plutôt quelqu'un d'engagé, de responsable, avec une très grande expérience de ce qu'est le maintien de l'ordre, la sécurité publique, la préfectorale, l'État, la France, enfin tout ça, il connaît parfaitement. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est une doctrine, et la doctrine, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités. Et voilà, donc c'est au ministre de l'Intérieur aujourd'hui de dire au préfet de police de Paris, vous pouvez y aller, ou à contrario, pas de vague. Voilà. Et j'ai quand même le sentiment qu'on est encore aujourd'hui sur cette doctrine, hashtag pas de vague. Voilà. Farid Temsamani. Oui, le pas de vague, on le connaît particulièrement bien, notamment dans l'éducation nationale. Maintenant, lorsqu'on est préfet, aussi sympathique, aussi professionnel qu'il peut être, sa carrière parle pour lui, sur le préfet de police, la réalité, c'est lorsqu'on a atteint un tel degré de débordement et d'image relayée à l'échelle planétaire, alors qu'en réalité, c'est un sacre mondial, enfin un sacre européen, mais avec une portée mondiale exceptionnelle qui a été la victoire du PSG. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Et assumer ses responsabilités, c'est de dire j'ai failli. Donc je remets, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément acceptée, mais au moins avoir le courage de dire j'ai failli et de ne pas dire finalement on a fait des choses plutôt bien, ça n'a pas été complètement foiré. Moi c'est ce qui me gêne et la réalité c'est que le ressentiment de la population aujourd'hui elle est celle-ci et elle n'est pas comprise et on est encore dans ce décalage notamment entre le personnel, j'allais dire politique au sens très large, pas au sens partisan, et le reste de la population, parce ceux qui sont dans le cambouis, comme notre préfet de police, se disent finalement on a essayé, ça a été plus ou moins traité, et alors que la population, comme l'a été dit à juste titre, disent finalement non, c'est complètement autre chose. Moi je pense qu'il faut avoir le courage et d'assumer ses responsabilités. Faut-il encore avoir les effectifs?
C'est toujours le même souci. En tout cas, soyez les bienvenus. 0826 300 300 si vous voulez bien entendu participer à cette émission. Vous êtes les bienvenus. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, je peux vous dire que ça va boxer et vous allez comprendre pourquoi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table généreuse, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre, Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière, et Philippe David, bien entendu, qui va pouvoir s'expliquer maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand et lointain village, puisqu'il s'agit de New Delhi, capitale de l'Inde. Pourquoi New Delhi ? Parce que c'est là qu'a été effectué en mars 2023 un test médical concernant un boxeur ayant participé aux Jeux Olympiques de Paris. Test dont le résultat a été étouffé. On aimerait bien savoir pourquoi. En effet, ce test qui a fuité dans le journal britannique The Telegraph de dimanche nous apprend que Iman Khelif, médaille d'or de boxe aux Jeux Olympiques de Paris, a un karyotype XY et est donc un homme. Problème, elle a été médaillée d'or chez les femmes. Une pantalonnade résumée en une phrase par son adversaire italienne du premier tour, l'italienne Angela Carini, qui préféra, après avoir reçu un direct, abandonner au bout de 46 secondes en résumant sa décision par ces mots : « Je suis monté sur le ring pour combattre, je ne me suis pas rendu, mais un coup de poing m'a fait trop mal et j'ai dit ça suffit ». Une décision sage, car même si aux Jeux Olympiques, les boxeurs sont casqués, un drame est toujours possible. Et je me souviens de ceux qui osaient au moment des Jeux remettre en cause le fait qu'Iman Khelif soit une femme. Ils étaient immédiatement traités de transphobes et de racistes. Pourtant, ils soulevaient une réalité qui sautait au visage en regardant le physique du boxeur. Un boxeur pas si fort que ça finalement, et qui peut remercier le fait d'avoir été accepté chez les femmes. On aimerait savoir du fait de qui et pourquoi, puisqu'en quart de finale face à la Hongroise Anna Luka Amori, il s'était imposé seulement au point. Inutile de dire qu'avec un écart aussi faible face à une femme, on imagine facilement quel eût été son destin dans ces Jeux Olympiques face à des hommes. Maintenant qu'on connaît la vérité, une mesure s'impose, le retrait de sa médaille d'or olympique obtenue par tricherie et l'exclusion de tous ceux qui ont permis cette forfaiture, car on ne peut pas bafouer impunément l'esprit olympique, l'esprit sportif et l'éthique. Vous avez raison, puisqu'apparemment on sait que c'est un homme. Ah bah s'il y a un karyotype XY, c'est un homme. Et c'est sûr que l'Italienne qui était face à lui a eu le courage d'avouer que le premier coup de poing lui a fait très mal, et donc on la comprend. Sébastien Ménard. Vous avez complètement raison, vous êtes encore une fois un peu excessif, mon cher Philippe David, mais vous avez raison sur le fond. Après, sur la forme, Imen est née petite fille. Voilà, c'est parce que il n'y a pas que de villes wokistes qui ont organisé. Il n'y a pas que des villes wokistes qui ont organisé les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pas que. Je rappelle quand même qu'il y a quand même des journalistes qui ont fait des enquêtes, qui sont allés voir les grands-parents, qui sont allés voir les parents, etc., etc. Les images, les photos, etc. qu'on peut voir de cette boxeuse que vous qualifiez aujourd'hui de boxeur, et que ce test génétique confirme comme étant un homme. Je rappelle qu'elle a été présentée comme une petite fille, élevée comme une petite fille, etc. etc. Voilà, je referme la parenthèse. Quand on la voit, on avait des doutes. Oui, mais attendez, on peut avoir des doutes, mais c'est la différence entre l'identité de genre, entre l'apparence. Il y a beaucoup de subtilités. Je dis simplement que oui, là maintenant, vous avez raison sur le fond, mon cher Philippe David, mais encore une fois, sur la forme, elle est née petite fille. Farid Temsamani. Oui, moi je pense que c'est beaucoup plus complexe, même d'un point de vue purement scientifique, parce qu'il existerait, encore une fois, je mets ça entre des guillemets, effectivement des cas extrêmement rares, rarissime, au sens scientifique du terme, et effectivement, je pense que c'est une polémique dont la première victime est cette personne. Surtout celles qui ont été battues. Et je me mets à la place de toutes les autres qui effectivement ne voulaient pas combattre, etc., parce que c'était assez exceptionnel. Moi, je pense qu'il faut raison garder. Alors, il faut traiter le sujet, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que l'avenir, parce que ce test, effectivement, venant de New Delhi, sera confirmé ou infirmé. Alors, je vous arrête parce que la Fédération de boxe a décrété que maintenant, il faudrait un test pour savoir si on est XX ou XY avant des compétitions. Donc maintenant, on va aller voir si elle va aller faire, il va aller faire d'autres compétitions. S'il y va et qu'il y sera dévoilé, s'il y va pas, ce sera un aveu de culpabilité. Merci beaucoup, Philippe David. Tout de suite, la fin en plus avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. Et c'était sans doute la dernière année de Parcoursup dans sa forme actuelle. En tout cas, 66% des lycéens de terminale ont reçu au moins une proposition d'admission hier soir. Oui, ça fait tout de même 43% d'élèves qui attendent toujours une place quelque part dans l'enseignement supérieur, à la faveur notamment des désistements de ceux qui ont reçu plusieurs réponses positives ou même de ceux qui n'auront pas leur bac. Les 980 000 candidats, en tout cas, ont découvert le verdict de Parcoursup hier soir, 19h. Ils avaient dû déposer leur vœu mi-mars, il y a 2 mois et demi. Un système d'orientation trop stressant pour les élèves, regrettait hier le ministre de l'Enseignement supérieur. Peut-être que ce sera réformé d'ici l'année prochaine. Des annonces d'ailleurs sont attendues cette semaine de la part du gouvernement, d'autant qu'aujourd'hui, c'est la défenseure des droits qui enfonce le clou dans un rapport accablant. Un système d'orientation jugé illisible, morcelé, inégalitaire. Claire Hédon regrette le manque de professionnels de l'orientation, des compétences peu claires entre l'État et la région. D'ailleurs, selon un sondage Opinionway, plus d'un jeune sur 2, 56%, dit regretter son choix d'orientation. 56% des jeunes. Pour en parler, nous sommes avec le secrétaire national du syndicat enseignant SE-UNSA, en charge du système éducatif et des conditions d'apprentissage. Bonsoir Jérôme Fournier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre système d'orientation ? Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité selon vous ? Il nous semble que si on veut améliorer le système d'orientation, notamment post-bac à l'issue de la terminale, il faut travailler absolument l'orientation plutôt avec les élèves et mieux que ce qu'on peut le faire aujourd'hui. Car tout ce que vous avez dit dans votre présentation, le stress, le mauvais choix peut-être, ou les regrets concernant les choix d'orientation qu'expriment un certain nombre de lycéens, tout ça, c'est en grande partie lié au fait que certains d'entre eux maîtrisent mal les possibilités de choix d'orientation, le fonctionnement de la plateforme Parcoursup, et donc on a besoin de travailler cet aspect-là. C'est-à-dire que quand on a des parents qui ont les codes, on s'en sort bien, et puis d'autres sont un peu plus laissés sans conseil éclairé sur l'enseignement supérieur. Et malheureusement, c'est un peu ça. Alors, c'est pas parce que les enseignants font pas leur travail, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, en fait. Parce qu'on nous demande de faire des heures autour de l'orientation dès la classe de seconde au lycée. Mais finalement, ces heures, elles sont pas octroyées par le ministère et les rectorats au lycée. Donc, si on les fait, c'est au détriment des disciplines qu'on est censé enseigner. Et comme on manque de psychologues de l'éducation nationale, dont c'est aussi le rôle de travailler l'orientation avec les élèves, finalement, les élèves dont les familles ont les codes s'en sortent mieux, c'est indéniable et c'est regrettable surtout, que ceux dont les familles n'ont pas les codes. Merci beaucoup Jérôme Fournier, secrétaire national du syndicat enseignant SE-UNSA. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec plaisir. Vous restez avec nous dans le tour de table de l'actualité des vraies voix. C'est dans un instant. Philippe Bilger. Anne Hidalgo voyage beaucoup. Ah bah tant mieux pour elle. Farid Temsamani. Moi je voulais parler de l'innovation et de la recherche. Très bien. Sébastien Ménard. Moi je suis un peu en boucle. Ça casse et ça passe. Ok. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus dans cette belle maison Sud Radio. En tout cas, on est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h et sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je ne veux pas faire l'affront, en tout cas à Maxime, notre réalisateur, de lui demander le chiffre, mais parce que ça fait longtemps quand je lui ai pas demandé le chiffre. C'est vrai, ça fait longtemps que j'étais pas là aussi. Bah oui, c'est ça. Oui. Mais ça vous empêche pas de regarder le chiffre, même bien si sûr, vous n'êtes pas là. On est à plus d'1 million, ça c'est sûr. Non, mais quelle escroquerie, mais c'est pas possible. On est à 1 15 614. Ah, bah pas mal. Merci à Justine. Heureusement qu'elles sont là, les filles. Bien entendu. Ils sont très honnêtes. Ah, ils sont très honnêtes. Philippe Bilger est avec nous, Sébastien Ménard et Farid Temsamani. Tout de suite avec Philippe David. On vous accueille pour le tour de table de l'actu des vraies voix. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non, qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger voulait nous parler des voyages d'Anne Hidalgo. En effet, elle voyage énormément et bien sûr la maire de Paris a tout à fait le droit d'aller à l'étranger vanter son action municipale sur des thèmes divers. D'aucuns disent qu'elle voyage beaucoup aussi pour promouvoir ses ambitions, puisqu'elle espère être bientôt HCR. Mais plus sérieusement, ces voyages posent un petit problème parce qu'en réalité,
pendant longtemps, ils n'ont jamais fait l'objet de la moindre délibération et le Conseil de Paris n'a jamais été informé ni de la nature du voyage, ni des modalités de celui-ci. Et donc, c'est seulement depuis quelque temps qu'on a créé, même pas de la transparence, mais des mandats spéciaux pour que soient validés les voyages qu'elle organise. Alors, je crois que ça commence à faire beaucoup, et le Conseil de Paris en a assez de n'être jamais consulté, et sur la nature du voyage projeté, et sur les modalités de celui-ci. Et Anne Hidalgo, mon Dieu, a l'air de s'en préoccuper comme de sa première chemise. Le bilan carbone, c'est pour les autres. Ah oui. Farid Temsamani. C'est un peu ça. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'on a au moins fait une économie, c'est qu'on n'a pas du coup voyagé du côté de Munich samedi dernier. Voilà. Mais elle n'a même pas dénoncé les violences, c'est étonnant. Rien. Complètement absente du sujet. Elle est ailleurs. Si moi, j'ai juste envie de dire qu'on a changé d'époque. Parce que les prédécesseurs de Anne Hidalgo, et je ne suis pas fan ou même quelque part électeur d'Anne Hidalgo, mais le monde a changé. Parce que on n'a pas demandé à ses prédécesseurs, Monsieur Delanoë, Monsieur Tibéri, Monsieur Chirac, à l'époque de se justifier dans le cadre de la représentation diplomatique qu'ils incarnent. Je rappelle que le maire ou la maire de Paris, c'est la 21e personnalité de l'État. C'est une personnalité diplomatique extrêmement influente et probablement beaucoup plus sollicitée que l'actuel ministre des Affaires étrangères. En clair, quand n'importe quel dignitaire étranger passe par la capitale française, il rencontre le maire de Paris, la maire de Paris en l'occurrence. Donc le fait qu'elle rende l'appareil, qu'elle aille visiter, qu'elle aille faire rayonner la ville lumière aux quatre coins du monde pour permettre à des investisseurs, etc. Et encore une fois, je ne suis pas fan, mais je trouve que oui, il faut cet exercice de transparence. Voilà, je vais à tel endroit pour telle raison et nous votons les crédits nécessaires pour pouvoir le faire. Ça me paraît être nécessaire. Mais de là, quelque part, à critiquer le travail, c'est son travail, c'est sa mission. En tout cas, c'est l'une de ses missions que de représenter Paris à l'international. On peut quand même admettre qu'elle voyage davantage vers la fin de son mandat que... Oui. Au début et durant. Est-ce qu'on n'en parle pas plus aujourd'hui qu'on en parlait avant, et notamment quand on dit que les gens qui ont des 4x4 faut les surtaxer en stationnement parce qu'ils ont un mauvais bilan carbone, c'est un peu amusant. On est d'accord avec tout ça. Évidemment, il faut être transparent. Encore une fois, les pratiques politiques ont changé et c'est tant mieux. Et le niveau d'exemplarité est très élevé. Voilà, que ça soit à Biarritz ou Paris ou ailleurs, et c'est normal. Mais ça fait partie de son job. Allez, vous parlez beaucoup, Sébastien Ménard. Je vais vous donner la parole, mais vite, parce que sinon on aura plus le temps. Mais vous l'avez compris, je suis en boucle. Je suis arrivé à Paris ce matin. J'ai vu boulevard Haussmann, donc à quelques encablures de l'Arc de Triomphe, où j'ai les locaux de mon siège, et j'ai vu j'ai envie de dire des commerçants complètement abattus, qui ont vu leur salon de coiffure ruiné, des restaurants saccagés, des voitures brûlées. Et voilà, donc en France, à Paris en particulier, on peut casser. On casse, et puis ça passe. Voilà, ça passe parce que on trouvera bien finalement une excuse pour l'un, une bonne police d'assurance pour d'autres, etc. Et en même temps, on se dit que ce n'est définitivement pas normal que ça casse et que ça passe. Allez, puisqu'on a très peu de temps, Farid Temsamani, l'innovation et la recherche. Oui, tout le monde a entendu parler des coupes budgétaires aux États-Unis, notamment de Donald Trump sur la recherche et l'innovation, alors que c'est ce qui faisait la force des États-Unis. Et puis notre président de la République a dit nous allons les accueillir grandement, notamment ces chercheurs américains. En réalité, j'ai bien peur qu'on passe à côté du sujet. Souvenez-vous du Brexit. Lorsque les Britanniques sont sortis, lorsque la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, on a dit nous allons accueillir toutes ces grandes entreprises de la City londonienne. Nous allons les accueillir notamment en région parisienne, etc. En réalité, très peu sont arrivés. Absolument. Et l'immense majorité sont aujourd'hui aux Pays-Bas pour des raisons fiscales, effectivement. Et j'ai bien peur que d'un point de vue de l'innovation et de cette recherche-là, de ces grands chercheurs américains qui très souvent sont étrangers, mais aux États-Unis, on passe à côté de cela. Voilà, c'était mon coup de gueule. Je pense que notre pays ne doit sa survie, notre petit pays à l'échelle géographique ne doit sa survie
que par l'innovation. Et j'ai peur qu'on passe à côté de quelque chose d'assez extraordinaire, tout simplement. Merci les amis, en tout cas pour ces sujets. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette affaire Naël, bientôt aux assises. Le policier auteur du tir sera donc jugé pour meurtre après 2 ans après le drame à Nanterre. Alors parlons vrai. Est-ce que le terme de meurtre vous paraît adéquat? Et à la question affaire Naël, le policier sera jugé pour meurtre. Comment jugez-vous cette décision? Vous dites à 89% scandaleuse et à 11% justifiée. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Bruno Pomar sera avec nous dans quelques instants. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et l'ensemble de nos vraies voix du jour avec Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Farid Temsamani. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Après 3 nuits d'émeutes liées à la mort de Naël, la situation a totalement de nouveau dégénéré. Le gouvernement cherche des solutions pour apaiser les tensions. Vers 23h, 23h30, on a affaire à des jeunes extrêmement bien organisés qui allument des incendies à plusieurs endroits de la ville. Emmanuel Macron dénonce une instrumentalisation de la mort de l'adolescent pour semer le chaos. Demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence. Et presque 2 ans après la mort de Naël à Nanterre, les émeutes qui avaient suivi, le tribunal et le procureur de Nanterre décident donc de renvoyer le policier auteur du tir aux assises. Le fonctionnaire sera donc jugé pour meurtre. Alors parlons vrai, quand on voit que le tueur de la gendarme Mélanie Lemay est mis en examen, il avait renversé lors d'un refus d'obtempérer pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, est-ce que cela ne vous paraît pas disproportionné? Et à la question affaire Naël, le policier sera jugé pour meurtre, comment jugez-vous cette décision? À 89%, vous pensez qu'elle est scandaleuse, à 11%, vous pensez qu'elle est justifiée. Votre avis, on l'attend au 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'on peut imaginer que les policiers revendiquent en tout cas une injustice? Ah ben les policiers, depuis le début, dénoncent et la mise en examen pour meurtre et le renvoi, évidemment, de ce policier devant la cour d'assises. Il faut bien voir que les réquisitions du parquet le renvoyaient, requéraient son renvoi pour meurtre, et les 2 magistrats instructeurs ont eux-mêmes suivi les réquisitions du parquet. Vous avez 2 adjectifs, scandaleuse, justifiée. Je dirais plutôt dans l'attente. Scandaleuse, peut-être pour les réquisitions, dans la mesure sur l'intention homicide, celui qui avait rédigé le réquisitoire ne paraissait pas être sûr de son fait et il laissait planer l'intention homicide dans une sorte d'océan flou en disant il est possible que le policier ait eu l'intention homicide. Alors lorsqu'on n'est pas sûr, on ne renvoie pas pour meurtre. Deuxième élément, il faudra attendre la cour d'assises et avec l'oralité des débats, on verra si ce renvoi pour meurtre est justifié, si le policier est condamné pour meurtre ou bien si on disqualifie l'infraction qui lui est reprochée. Il est difficile aujourd'hui, et pour nos auditeurs et pour moi, de dire exactement ce qu'il en est puisqu'on ne connaît pas totalement le dossier. Sébastien Ménard. La tentation est grande de croire qu'on a envie de donner la peau d'un flic à une partie de l'opinion publique. Donc une partie de l'opinion publique, celle des banlieues, celle qui dénonce quelque part parfois les manœuvres controversées de la police dans certains quartiers. Mais c'est quoi, c'est un manque de courage? Non mais je ne sais pas, je dis c'est scandaleux si c'est ça. C'est scandaleux si on veut donner la peau d'un flic qui a fait son boulot, peut-être avec zèle, peut-être avec un peu trop d'autodétermination, peut-être, voilà, je ne sais pas. Voilà, ça, là c'est scandaleux. Si effectivement les magistrats ont une conviction, c'est-à-dire que le policier aurait pu faire autrement et que, quelque part, un biais, une influence qui lui est propre, les pousser
quelque part au crime, oui, effectivement, les mesures telles qu'elles sont décrites, la judiciarisation, en tout cas la direction que prend cette affaire est justifiée. Et donc ce n'est évidemment pas scandaleux que de l'inculper, enfin en tout cas de tenter de faire la lumière et de juger aux assises, parce que c'est un crime. Voilà. Farid Temsamani. Bon, plusieurs choses concernant Nahel et ce qui en était. Ce qu'on a eu. On a eu quelques jours quand même d'émeutes assez violentes. En tout cas, un ressenti extrêmement violent. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire, effectivement. Un ressentiment sur l'ensemble du pays, et pas que des gens habitant dans les quartiers populaires ou dans les banlieues. Il y a quand même derrière un homme, un jeune, qui en est décédé. Alors, c'est des vies brisées, bien sûr, de la part pour cette famille-là, mais également de la part de celui qui a commis l'irréparable. Il faut pas l'oublier. Ce que je note sur ce potentiel, enfin ce futur procès finalement aux assises, c'est que nous avons 2 juges d'instruction qui renvoient ce policier aux assises, mais également c'était la volonté également du parquet. Or, sous contrôle de Philippe, on a généralement le parquet sur ce type d'affaires est beaucoup plus réservé en l'occurrence. Moi j'ai ma petite idée, au-delà de l'aspect effectivement de vouloir, parce que je pense qu'il ne faut pas le nier, c'est qu'on a aussi cette volonté de ne pas vouloir reproduire justement des émeutes, etc. On a en tout cas, le procès nous le dira, on a eu le changement de version du policier plusieurs fois. Et je pense que ça l'a complètement discrédité. On verra si in fine, il est condamné ou non. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons un grave souci dans notre pays, tant dans les quartiers que même ailleurs, avec ce qu'on appelle globalement l'institution de la police. Et je fais partie de celles et ceux, notamment avec d'autres, et je pense ici à mon ami Reda Didi, qui travaille au quotidien sur le terrain, parce que nous devons réparer absolument ce lien. Nous ne pourrons pas revenir sur ce décès. On verra si c'est un assassinat, si le policier est finalement qualifié de meurtrier ou non. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne doit plus, absolument plus, revenir sur le devant de la scène. Et enfin, il ne faut pas oublier un élément fondamental, c'est que ça a été filmé. Nous avons changé également d'époque. Pourquoi je dis ça ? Nous avons l'histoire, on ne saura jamais finalement judiciairement si c'est avéré ou non, mais des affaires comme Nahel, il y en a eu d'autres dans le passé. Elles n'ont pas eu le même coup médiatique, elles n'ont pas eu le même raisonnement en termes d'émeutes, ce qu'il ne faut pas souhaiter naturellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et moi j'incite vraiment... Le poids d'image, c'est ça, c'est ce que le poids d'image. Oui. Pourquoi des émeutes ont éclaté ? Pourquoi finalement le parquet s'est autosaisi rapidement, etc. Puisque je vous rappelle que la version initiale, dans les premiers instants du parquet, était complètement différente. Parce qu'on peut le comprendre. Mais, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a changé d'époque, et j'espère que cette nouvelle époque va nous donner du fil à retordre certainement, mais ça va nous donner la possibilité de recoller un peu les morceaux, parce que je rappelle que les policiers sont là d'abord pour protéger les habitants des quartiers populaires, et on l'oublie très souvent. Tout le monde s'en est emparé de cette affaire Philippe Bilger, c'est-à-dire qu'il y a un vrai côté politique de finalement opposer 2 populations différentes, enfin de 2 côtés. Dans mes souvenirs, Emmanuel Macron s'était prononcé de manière prématurée sur le fait le jour même en disant que c'était inacceptable et inqualifiable. Vous avez vu que l'avocat du policier renvoyé a interjeté appel de la décision. Oui, donc, à mon avis, il n'y aura guère de changement, mais on ne sait jamais. Et je crois que ce qui m'a choqué, mais il est difficile, comme vous l'avez dit, de se prononcer dès lors qu'on ne connaît pas l'intégralité du dossier. J'aurais eu tendance à partir, pour examiner cette tragédie qu'est la mort de Nahel, de voir le comportement qu'il avait antérieurement. Voilà un jeune homme qui avait une voiture volée, qui 2 fois roulait à 116 km/h en ville, et 2 fois a commis des refus d'obtempérer, donc j'aurais peut-être appréhendé l'acte final à la lumière de ce qui s'était passé en amont. Événements précédents. Quand vous lisez le tweet du député LFI Thomas Porte qui parle du policier, je cite, qui a mis à mort Nahel, est-ce que c'est pas jeter de l'huile sur le feu, Sébastien Ménard ? C'est évidemment de répondre, je dirais, médiatiquement à une clientèle électorale. Enfin, et encore une fois, je
Oui, mais du coup, on ne sait plus où est vraiment la vérité. Non, mais ce qui est certain, c'est que ce que dit Philippe Bilger est vrai. Remettons déjà dans son contexte, même si en France, on ne doit pas mourir parce qu'on est au volant d'une voiture volée, on ne doit pas mourir. Enfin, quand on force un barrage, attendez. Vous avez raison, mais on ne peut pas mourir, on ne doit pas mourir. On s'arrête, il n'y a pas de problème. Mais déjà, évidemment, on doit s'arrêter, mais quand on ne s'arrête pas, le vrai sujet, encore une fois, on parle souvent de doctrine policière. Est-ce qu'il n'y a pas une doctrine pour, avec une arme à feu, stopper un véhicule sans abattre le conducteur? C'est une question que je pose. Et encore une fois, c'est facile. Mais comment vous stopper une voiture je sais pas, en tirant dans les pneus. Mais c'est impossible de viser les pneus. Non, mais les gars, arrêtez de penser qu'en tirant dans les pneus, on va arrêter une voiture. Ça, c'est n'importe quoi, c'est de la foutaise. Je pose les questions. C'est ridicule. Dans ces cas-là, autant désarmer la police dans ces cas-là. Mais il ne s'agit pas de désarmer la police. S'ils ont des armes et que de toute façon, ils ne peuvent plus l'utiliser même en légitime défense, autant les désarmer. En Angleterre, ils ne sont pas armés. Mais la question, Philippe, par contre, excuse-moi de te couper, tu parles de légitime défense. En réalité, elle est là, la vraie question. On ne sait pas si on a parlé tout à l'heure, notamment, du laxisme de la justice, à juste titre, selon moi. Moi, je ne pense pas qu'il faille retirer des armes à feu aux policiers. Au contraire, je pense qu'il faut. Certains le veulent. C'est pas notre propos. Voilà, moi, je pense qu'il faut même leur donner beaucoup plus de moyens. La réalité, c'est celle-ci, et notamment dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, on a très peu de moyens policiers, contrairement à ce que l'on pense. La difficulté sur cette affaire-là, de Naël, précisément, c'est qu'on n'a pas l'impression, encore une fois, le procès nous le dira, on n'a pas forcément l'impression qu'il y a une véritable légitime défense. Et c'est ce qui fait que, d'une part, ce policier-là... Mais ça ne marche pas que sur la légitime défense. Quelqu'un qui force un barrage, par exemple, les policiers ont le droit de faire feu. Oui, mais sauf que là, en réalité, la vidéo le montre parfaitement. Il y a tout le scénario, c'est-à-dire qui a amené à cette vidéo-là, parce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on prend uniquement ce laps de temps, mais en réalité, il y a une course-poursuite, c'est beaucoup plus complexe, etc. Mais là où ça dessert le policier, c'est que, et peut-être qu'il s'exprimera, et peut-être qu'on aura la vérité, in fine, parce que je rappelle que derrière ça, on a des familles qui sont complètement brisées. C'est là où on va arriver, c'est que finalement, avait-il la possibilité ou non de faire autrement ? C'est ça. Moi, c'est ça la véritable interrogation, moi, qui m'interpelle. J'ai pas la réponse. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est facile de juger quand eux, ils ont eu une course-poursuite à 116 à l'heure en ville et que le type, vous arrivez enfin de l'arrêter, il est arrêté, il redémarre, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de l'adrénaline? Est-ce qu'il y a collé au mur? Donc pour vous, Philippe David, je dirais, la seule et unique décision, c'est de tirer sur l'automobiliste, et s'il meurt, c'est pas grave. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, je dis que dans ces cas-là, c'est pas si facile que ça, nous, dans un fauteuil, de dire le flic, il a mal. C'est ce qu'on dit. J'ai dit que c'est pas facile. Mais vous avez raison, mais ça n'est pas contradictoire avec ce qu'on dit, hein, Philippe. Mais moi, je vous rejoins. C'est un problème. Voilà un homme le policier a vu passer 2 fois ce délinquant au volant d'une voiture, et évidemment, il est lui-même la proie d'une tension, et ce voyou, parlons net, on est entre nous, évidemment. Évidemment, on doit appréhender son comportement avant aussi, et ça n'a pas. Il avait été arrêté de nombreuses fois, jamais été sanctionné. Excusez-moi, on peut tuer quelqu'un sans avoir l'intention de le faire. C'est ce que le procès nous démontrera ou non. Moi, il y a un sous-jacent là-dessus, parce que Philippe exprime un élément très important, notamment on parle très peu de la formation des policiers. Oui. Pourquoi je fais référence à ça? Parce que la réalité, c'est que c'est facile pour nous. Ah, mais c'est ce que je disais. On était assis dans un fauteuil, dans un studio, c'est hyper facile. Je vais même vous dire, probablement des gens qui sont proches de la famille de Naël, s'ils avaient été dans la situation de ce policier-là, je ne suis pas certain qu'ils aient pu agir différemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un vrai souci également. Tu parlais tout à l'heure de la doctrine de l'ordre policier. La réalité, c'est que la formation de nos agents de police aussi, peut-être, et aussi à compléter, et peut-être aussi à revoir dans ce type de situation. Je vous incite à tester un jour une arme à feu et de vous rendre compte que finalement votre champ de vision va se réduire incroyablement parce que c'est une arme à feu. Donc et forcément. D'autant plus, Cécile, lorsqu'on est dans la situation d'un policier qui est complètement coincé. C'est pas anodin. Même quand vous êtes formé, c'est pas du tout anodin. C'est pour ça que quand je dis que dans cette malheureuse tragédie, on a brisé 2 familles, c'est que ce policier-là,
il le dira. Je pense qu'il ne s'est pas réveillé le matin en disant je vais forcément aller tuer quelqu'un. C'est deux familles et la famille force de l'ordre, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, plus personne ne voudra. Mais je pense, moi, j'ai toujours une pensée particulière pour les personnes qui sont concernées, parce que lorsqu'il va être à la barre, autant c'est la famille force de l'ordre, comme tu dis Cécile, ou ses amis, ils seront pas là pour témoigner. Ils témoigneront différemment, mais quand vous êtes à la barre, vous êtes seul. Cette famille-là qui a perdu un enfant, elle est seule aujourd'hui. Et moi, ce qui m'attriste profondément, c'est que ça n'est pas le premier cas. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit vraiment le dernier. Or, tout à l'heure, j'ai parlé de la vidéo. Allez. On a dans l'histoire de notre pays, malheureusement, et j'en connais malheureusement, des gens injustement, des familles injustement brisées, parce que justement, on a cette incompréhension. Moi, il n'est pas normal qu'un jeune, effectivement, après tout ce qu'il a fait, puisse essayer de ne pas répondre à l'appel de la police. Et il n'est pas normal qu'on n'ait pas les moyens des policiers de pouvoir arrêter justement et dignement ce type de comportement. C'est ça la réalité. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Sébastien Ménard, merci Farid Temsamani, merci Philippe David. Philippe, on vous retrouve à partir de 20h pour parler football. Oh oui, on va beaucoup refaire en long, en large, en travers la finale et le parcours du PSG. On va parler parce que c'est après-demain de la demi-finale de la Ligue des Nations, France-Espagne, et il y a beaucoup à dire. Et dans un instant, on va vous expliquer comment construire sa carrière, son réseau de départ. On va en parler avec nos invités pour ces vraies voies de l'emploi. À tout de suite.